Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invité du jour est mordu de football, mais un seul club dans son cœur, le Stade Rennais. Et c'était bien avant de devenir président du conseil d'administration des Rouges et Noirs. Jacques Delanoë, bienvenue à vous. Alors je le confesse, vous le savez, le foot ce n'est pas ma tasse de thé, je compte sur votre indulgence. Mais surtout on va voir que le foot c'est un prétexte, c'est surtout un attachement au territoire, des valeurs qui vous tiennent à cœur. Et ce n'est pas Fred Cavaillé, réalisateur, et Éric Bénard, journaliste sportif à Canal+, qui nous diront le contraire. Bonjour à tous les trois, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors une émission donc en rouge et noir, 3 fans absolus du Stade Rennais. D'abord Jacques, votre histoire d'amour avec le football, elle a commencé quand et comment ? Elle a commencé avec le Stade Rennais, au-delà du football, puisque en fait, quand j'étais petit, c'est-à-dire vers l'âge de 6-7 ans, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'enfants dans la région rennaise, d'aller au stade de la Route de Lorient, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque, avec mon père qui m'y emmenait. Et puis j'ai trouvé ça magique et je me suis retrouvé picousé à mon insu et c'est resté. Voilà, vous voyez, ça c'est en tenue de petits footballeurs, mais déjà en rouge et noir, bien sûr. Vous jouiez où à l'époque ? Non, je jouais à Rennes, mais je jouais aussi à la campagne, dans le pays de mes grands-parents, dans le pays gallo. Voilà. Et le petit Jacques, il se rêvait déjà à une carrière pro ou pas ? Forcément, quand on a cet âge-là, on rêve ou d'être pompier ou d'être joueur de foot. Et moi, je rêvais évidemment d'être joueur de foot et de porter les couleurs du Stade Rennais. Bon, les faits m'ont vite été têtus et ça m'est parti. Mais enfin, bon, voilà. Évidemment qu'on rêve à cet âge-là. Mais il faut rêver toute sa vie, sinon... Fred Cavaillé, ça rêve d'une carrière pro quand on commence le foot, puisque vous aussi, vous y êtes essayé. Oui, forcément. Déjà, dès l'enfance, vous rêvez de jouer au foot, mais vous rêvez d'être joué au Stade Rennais. Enfin, je sais pas, moi, enfant, plus que cosmonaute, c'est capitaine de l'équipe du Stade Rennais. Et aussi très vite, je me suis rendu compte que ça resterait un rêve, vu ma capacité footballistique, et que j'allais être un super supporter plutôt qu'un super Éric joueur. Bénard, on s'y essayait au foot ou pas quand on était petit ? Oui, un petit peu. Je jouais surtout au basket, mais ça a construit mon imaginaire, comme nous trois, je crois, forcément. Et ça a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, je crois aussi. Oui, c'est très bien. Et est-ce qu'on se souvient des premiers matchs auxquels on assiste du Stade Rennais quand on était tout petit ? Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent en tête ? Moi, je me souviens précisément d'un match qui était à la Route de Lorient, mais qui était un match de l'inauguration des projecteurs du Stade Rennais. C'était la première fois que le club devenait équipé pour faire des matchs en nocturne. Et c'était un match du Stade Rennais contre l'équipe de Pologne. C'était en quelle année ? Alors, je pense que ça doit être 66, 67 par là. Et j'ai ce souvenir-là, C'est une passion familiale au départ, le Stade Rennais ? C'est une passion familiale au départ et c'est une passion familiale aujourd'hui maintenant, puisque je ne vous cache pas que là, depuis quelques années, on va à 4 générations au match. C'est-à-dire qu'il y a mon père qui a 90 ans, il y a moi, il y a mon fils et il y a mes petits-fils. Enfin, mon fils ou ma fille et mes petits-fils. Donc il nous arrive régulièrement d'être à 4 générations. Donc on ne peut pas faire meilleure preuve d'une passion familiale. Et ça drainait aussi une passion familiale pour vous deux ? Oui, mon grand-père allait au match. J'ai souvenir petit que ma mère raconte que tous les dimanches, il revenait, il guettait, et puis suivant sa tête, il savait si le Stade Rennais avait gagné ou perdu. Et voilà. Donc c'est vraiment un truc de famille que j'ai connu toute ma vie. Et comment on transmet ça à la jeune génération ? C'est très compliqué parce que mon fils est né à Paris et il est supporter du PSG. C'est une mince. horreur. Pardon. Sacrilège. Tu l'as déshérité. Oui, mais il vit des moments difficiles en ce moment. Il a besoin de la présence d'un père, effectivement. Alors vous, Jacques, ce ne sera pas le foot, on l'a bien compris, en tout cas dans une carrière professionnelle avec le maillot sur le terrain. C'est le monde de la publicité que vous allez embrasser assez vite. Comment vous mettez un pied dans ce milieu ? Par une série de rencontres et de hasards heureux. Moi, ma vie a été rythmée par des rencontres déterminantes que j'ai su voir et sur lesquelles j'ai foncé. Et donc là, j'ai rencontré un garçon qui était un ancien grand créatif de chez Séguéla, qui m'a proposé de faire une agence. En toute inconscience, je l'ai faite. Et puis on s'est développé. Et puis c'est parti comme ça. Et puis donc Jacques Séguéla, moi, m'a fait confiance. Je devais avoir à peine 25 ans. Donc j'en suis reconnaissant. Et puis on a fait une agence à Rennes, on en a fait une autre à Nantes, on en a fait à Tours, et puis après il m'a donné toute la France. Voilà. Ça tombe bien, parce qu'il y a quelqu'un qui avait un message à vous adresser ce matin, on va l'écouter. Oh là, tiens. Bon Jacques, préféré.
Ma mère me disait toujours qu'il faut se méfier des prénoms. Ils cachent nos vices secrets. Ainsi, les Jacques font le Jacques. Et on a fait le Jacques tous les deux pendant 20 ans dans la publicité. Et puis, tu as quitté la pub pour la pelouse. Et aujourd'hui, tu fais un autre Jacques. Tu es passé de la punchline au punch-shoot. Et j'ai vu que tu en avais mis 82 en 40 matchs. Pas si mal. Si tu étais resté dans la pub, tu vois ce que tu aurais aujourd'hui? Tu serais champ of the world. Voilà pour ce petit clin d'œil. Sacré Jacques, ouais. Jacques Lui, Séguéla. c'est mon père de professionnel, et je mets dans le mot père beaucoup d'affection parce que c'est quelqu'un qui a souvent été critiqué à tort, mais c'est quelqu'un d'une grande générosité, d'une grande créativité, et c'est quelqu'un qui regarde toujours devant. Vous avez tous les deux aussi un métier passion. Il y a des gens comme ça qui vous inspirent. Vous avez un maître du cinéma, des journalistes qui vous ont donné envie de faire ce métier. Fred Cavaillé. Oui, enfin, j'ai effectivement plus que des maîtres de cinéma, des moments comme ça dont je me souviens. Le film de Claude Lelouch, Les uns et les autres, que je vois à cette époque-là au cinéma du Colombier, et les gens applaudissent à la fin du film. Et c'est un de mes premiers souvenirs où je me dis ça doit être chouette ce boulot quand même. Voilà, donc c'est plus des moments et de différents réalisateurs comme ça qui m'ont emmené et donné l'envie d'aller vers ce métier. Un journaliste sportif qui vous a fait rêver? Non, mais j'avais 7-8 ans. Ouais. Je commentais déjà des matchs. On avait des petits appareils cassettes à l'époque, voilà, sur ma descente de lit avec des joueurs, et je commentais des matchs. Et après, mon mentor, ça a été Charles Bietri qui m'a embauché à Canal+, et qui a révolutionné le sport à la télévision. Ouais. Un Breton. Un Breton Aussi, toujours. supporter du Stade Rennais également. Et ancien goal du Stade Rennais. C'est vrai. On ramène tout au Stade Rennais, c'est fascinant. Qu'est-ce que vous avez appris de Jacques Séguéla après tant d'années à ses côtés? J'ai appris qu'il fallait aller au bout de ses rêves. Et puis j'ai appris un métier qui était à l'époque un métier où, et surtout avec Séguéla, la clé c'était la création. C'est-à-dire que nous, notre but c'était pas comme aujourd'hui avec la data, avec les bases de données, etc. Nous c'était la création, et ce qu'on voulait c'était rendre les marques séduisantes. Donc on se faisait plaisir avec des films incroyables. Donc, et Jacques était un mentor formidable, patient, plein de confiance, etc. Donc je lui dois beaucoup et je le remercie vraiment beaucoup. Avec toujours l'art de la punchline aussi. Ouais, caractérise bien. Bah ça, vous voyez. Alors nous, on a fouillé dans les archives. On va remonter en 1990, en publicitaire que vous étiez. On vous interrogeait à l'époque sur l'évolution de la pub dans la décennie qui s'ouvrait. On va regarder. Je pense très sincèrement que dans les années 90, le fluo, la violence, etc., ça va devenir complètement ringard. Je veux dire, ceux qui ont encore leur skateboard, leur collant vert ou rouge ou rose fluo, ils peuvent les abandonner, ils seront vraiment plus dans le coup. Et les années 90 s'annoncent par contre, elles, comme les années du paradoxe. C'est-à-dire que les gens vont porter en eux-mêmes des valeurs contradictoires. Mais ce sera aussi, et là c'est le grand retour d'une valeur qui va être la grande valeur des années 90, l'esthétisme. Pratique mais esthétique. Et l'esthétisme, on le retrouve déjà dans la pub. Nous, ici à l'agence, on vient de faire toute une campagne pour la ville de Fougères qui est hyper esthétique, c'est-à-dire qu'on a traité ça avec des photos avec un grand photographe et traité dans un esprit galerie. Donc, retour à l'esthétisme. Voilà. Pour cet extrait, c'est surtout la pub que j'ai trouvé super chouette. T'as pas vu Fougères, t'as rien vu. C'est une pub qui a eu tous les grands prix nationaux, vraiment, qui a été très primée. Et l'adjoint au maire à l'époque qui était en charge de ce dossier-là, c'était Louis Février, qui est l'actuel maire de Fougères. Comment on trouve ces punchlines comme ça? Ça vient en brainstormant Ça vient en brainstormant, ça vient la nuit, ça vient au moment où on l'attend le moins. C'est le cerveau qui se met en ébullition, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut juste se tenir prêt. Et puis surtout quand l'idée est là, ne pas la laisser partir. Et il ne faut pas qu'elle vous échappe, parce qu'après pour la retrouver, c'est pas toujours facile. Je vois Fred qui la noter déjà. Là. Oui. Très vite. Moi j'ai cette peur-là quand j'ai une idée. Tout de suite il faut que je la note, parce que si vous vous dites non mais je vais m'en rappeler, il y a sans doute plein d'idées comme ça où je me suis dit je vais m'en rappeler, et malheureusement non. Et avec le recul, cette décennie 90, elle a tenu toutes ses promesses?
J'en sais rien. Vous vous en souvenez À vrai plus? dire, je sais pas. On avait nos rêves. Moi, j'ai envie de dire que quand je vois le monde aujourd'hui tel qu'il est, finalement, on n'est pas trop fiers de nous parce qu'on y a contribué à ce monde-là. Et c'est pas du tout celui-là qu'on voulait faire. C'est pas du tout celui-là dont on rêvait. On avait des idées qui me semblaient et qui me semblent, bienveillantes, avec plein de bonnes valeurs. Et puis finalement, on arrive en 2022 et puis on se retrouve avec un monde qui est quand même bien compliqué et à l'opposé de tout ce pourquoi on s'est battu. Et si vous deviez citer l'un de vos plus beaux coups de pub, là comme ça, qu'est-ce qui vous vient? Oh, il y en a eu pas mal. Les plus beaux coups de pub, c'est ceux qu'on a fait avec Séguéla pour Citroën. Je pense aux chevaux sauvages avec Julien Clerc, pour ceux qui s'en souviennent, Ça a marqué etc. l'histoire de la pub, C'était des pures folies, des idées. Parce que, juste en une minute, finalement, le problème, c'est pas tellement d'avoir l'idée. Sauf si on n'a pas de. Si on a, quand même, c'est un bon début. Si on a un cerveau stérile, mais quand on a un cerveau un peu créatif. La vraie question, c'est pas d'avoir l'idée. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en fait quelque chose? Comment on l'amène? Parce que des idées folles, on peut en avoir. Et puis, une fois que l'idée folle, elle est sortie, il faut aller au bout. Moi, j'ai vu Séguéla faire la pub pour une voiture Citroën qui s'appelait la Visa, où la voiture décollait d'un porte-avions, retombait sur un sous-marin, etc. Donc, l'idée, elle est complètement dingue. Mais finalement, la vraie difficulté, c'est pas de l'avoir, c'est de la faire, quoi. Et on la faisait. Donc, un pari, une idée, c'est un pari, en fait. Ouais, c'est ce qui vous a plu en 25 ans de métier. Et toutes ces années, le foot n'est jamais resté loin? Le foot était toujours là. D'ailleurs, j'allais au foot à Rennes. Et puis, j'étais proche du Stade Rennais. Quand le Stade Rennais est remonté en première division, j'ai été offrir une campagne pour fêter l'événement. Et puis, j'étais toujours dans le Stade Rennais. Le logo, c'est notre agence qui l'a fait. Toutes les campagnes, etc. Oui. Je pense que la com du Stade Rennais, on la connaît. Quand on est fan depuis toujours, finalement, du Stade Rennais, qu'est-ce qui fait qu'on reste attaché, même quand on devient adulte? C'est-à-dire que vous êtes tous allés vivre à Paris, mais malgré tout, il y a quelque chose qui reste ancré vers le Stade Rennais. Comment vous l'expliquez, ça? On ne peut pas changer de club. C'est-à-dire que, voilà, on est avec un club. Oui, ça serait sparjuré, mais le mot n'est pas faible. Ça serait sparjuré. On divorce, mais on ne change jamais de club. Exactement. Voilà. Et c'est d'autant plus fort à Rennes qu'il y a en ce moment des belles années, mais il n'y a pas eu que des belles années. Et je vous promets que pour supporter le club dans certaines époques, c'était pas facile, mais c'était une évidence pour nous. Quand ça va bien comme ça va mal, on n'a qu'un club, c'est le Stade Rennais. Ça nous construit et on a toujours envie de voir le monde avec ses yeux d'enfant quand on est grand. Et le Stade Rennais véhicule des valeurs également. Et je pense que c'est ce qui nous réunit tous les trois. Et quand on rencontre des gens qui partagent la même passion, c'est fédérateur le football. Il y a autant... C'est clivant, mais c'est fédérateur parce qu'on partage la même passion. Donc ça nous réunit. Et c'est ce qui nous a réunis tous les trois. Jacques Delanoë le disait, justement, il y a des fois où ça ne marche pas comme on le voudrait. Comment on reste supporter sans avoir peut-être cette rancœur qu'on peut avoir à l'égard du club, des joueurs? C'est là qu'on reconnaît le vrai supporter, c'est-à-dire c'est dans l'adversité. Le vrai supporter, c'est celui qui est là à ce moment-là. C'est pas celui qui est là quand on va chercher les coupes, même si on est les premiers à en être ravis. Mais c'est quand ça va mal qu'on voit si on est capable de soutenir son club. On reste amoureux transi, mais on reste amoureux. Alors c'est plus que du foot, le Stade Rennais, vous le dites toujours, Jacques. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous y voyez qu'on n'y voit pas, nous, forcément ? Parce que moi, j'y vois la Bretagne, parce que le Stade Rennais et la Bretagne sont intimement liés. C'est le club de la Bretagne et maintenant un des clubs de la Bretagne. Pour moi, il y a aussi une dimension culturelle, quoi, parce que c'est pas que le foot, c'est tout ce qui va avec. C'est de la... ça dépasse le football. Puis c'est un lien social fantastique. Aujourd'hui, à quel endroit peut-on être de 7 ans jusqu'à 97 ans, riche, pauvre, chrétien, musulman, ça dépasse les communautés. C'est toi qui en parlais, c'est extrêmement fédérateur, quoi. Ça reste un puissant moteur, le foot. Et des lieux des lieux ou des moments fédérateurs comme ça, on en manque et il n'y en a pas beaucoup, c'est précieux. Et ça alimente la discussion toute la semaine. Le match de foot, il ne commence pas à 21h, il commence le lundi matin, on commence à en parler. On a à peine fini de débriefer d'ailleurs celui du week-end. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que le foot aussi a une mauvaise image véhiculée, alors soit par les médias,
soit par l'extérieur. Nous, on voit ça un peu de l'extérieur, les gens qui boivent, qui s'engueulent, qui s'insultent. Pourquoi le foot... C'est dans tous les domaines, les gens qui s'insultent, qui s'engueulent, et tout est polémique aujourd'hui de toute façon. Alors peut-être que le fric véhicule de mauvaises valeurs, ça c'est possible également. Mais on y participe, nous médias. Malheureusement, on crée des stars, et après on se dit « Ah oui, mais le football c'est pas ça ». Mais est-ce qu'on n'est pas dépassé, Jacques, par tout ça Oui, forcément qu'il y a des travers, mais bon, comme tu dis, on regarde quand même toujours un peu ça avec nos yeux d'enfant. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, quoi. Alors, depuis 2017, vous êtes devenu donc président du conseil d'administration du Stade Rennais. J'étais rentré au board en 2012 et je le préside depuis 2017 à la demande de la famille Pinault. Et vivre le club de l'intérieur, comment ça a renforcé votre amour pour ce club? Parce que c'est quand même une dimension particulière. D'abord c'est un rêve, parce que quand on aime un club, on a envie d'en être proche et on a envie de rentrer à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est encore plus intéressant, parce que d'abord, de manière générale dans la vie, moi, les coulisses m'ont toujours plus intéressé que la scène, parce que je trouve que c'est là se passent des choses. Et puis là, vous allez au plus près de la vérité quand vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que vous tordez le cou à un certain nombre de choses qui sont uniquement dans la forme. Vous voyez les joueurs tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des jeunes garçons, voire même des fois des très jeunes garçons, sympas. Vous voyez les difficultés des dirigeants, parce que c'est très compliqué le foot, c'est très très compliqué, c'est jamais fini, c'est stressant. On peut se tromper, on peut réussir un jour, se tromper le lendemain, ça va vite. Donc l'intérieur est vraiment passionnant. Avec une clé pour moi, c'est de garder la tête froide. Garder la tête froide quand ça va bien, ne pas s'emballer, et garder la tête froide quand ça va mal, ne pas s'emballer. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir une forme de constance dans votre esprit, là ça peut aller. Sinon, je pense que c'est très dangereux, parce que les sinusoïdes sont très brutales. Fred Cavet, c'est quand même la classe de voir son ami de toujours devenir un jour président du conseil d'administration du Stade Rennais. Ah ouais. Je pense que quand il vous l'a annoncé, vous vous êtes dit « Ah ouais, quand même !» Ah mais je suis... Ouais, enfin avec Jacques, on se connaît depuis une trentaine d'années, et effectivement, je suis... ça ramène au... Moi, je vois Jacques et ce qu'il fait avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire, si on m'avait dit un jour, tu seras sur un plateau de télé, déjà être sur un plateau de télé, c'est un truc, avec le président du conseil d'administration du Stade Rennais que tu connais. Arrête. Mais non, mais c'est un truc de dingue, avec la star des présentateurs de... C'est beaucoup, là. Il en fait beaucoup, là. Non, vraiment, sincèrement, c'est quand même un truc de môme. Si on m'avait dit ça, voilà, c'est comme si on m'avait dit qu'un jour tu marcheras sur la Lune. C'est... C'est quelqu'un qui tourne des films avec des stars nationales, mondiales. Je suis assez d'accord avec vous. Et à part ça, il vient vous raconter ça. Je pense que, sans faire dans la surenchère, on est largement autant impressionné par ce que tu fais que la réciproque. Ça me touche beaucoup, mais c'est vrai que aller au Stade Rennais, enfin au Roison Park, vous parler à l'entraîneur, être avec Jacques, apercevoir les joueurs, même une fois être sur le bord de la pelouse. Voilà, je suis pas impressionné. Je crois même que tu as eu la Coupe de France sur les genoux. On va en reparler tout à l'heure. Ne dites pas tout. Mais c'est vrai qu'Éric Bénard, on entend moins parler des présidents de conseil d'administration. On entend souvent parler des dirigeants. C'est quoi la différence finalement entre les deux postes? C'est vrai qu'on met souvent en lumière l'entraîneur. D'abord, les stars que sont les joueurs, l'entraîneur, le président. On parle beaucoup des présidents. Président du conseil d'administration, un peu moins. Et pourtant, je trouve que Jacques, il est garant. Un club, c'est d'abord une âme, c'est d'abord une histoire. Et Jacques, il est garant de cette âme et de cette histoire du Stade Rennais. C'est pas pour rien qu'il a créé la Galerie des légendes, d'ailleurs. Et je trouve que c'est très important. Parce qu'un club, c'est ce qui restera pérenne, ce qui restera, c'est ça. C'est l'institution. C'est l'institution, absolument. Vous êtes le garant de l'institution. On peut peut-être dire ça comme ça, c'est un peu pompeux, mais c'est la réalité. Ça me va bien en tout cas. Alors on parlait de coupe, on va forcément revenir sur 2019, une année à marquer au fer rouge, j'imagine pour vous. Cette victoire historique du Stade Rennais, on ne va pas bouder votre plaisir, on va se regarder les images. Ah oui. 27 avril 2019, finale de la Coupe de France face au PSG. Bientôt minuit, il commence à se faire tard. Mais depuis le temps qu'il attend, le Stade Rennais est encore prêt à patienter. Nous sommes au bout du bout de la séance des tirs au but. 6-5 pour les Bretons. Si Nkunku marque, Paris revient à égalité. Le Stade de France est en apnée. Et c'est raté, c'est au-dessus. Et le Stade Rennais
troisième Coupe de France. À Rennes, on courait après un trophée depuis 48 ans. Quel exploit, c'est magnifique. 48 ans. J'en ai encore des frissons, j'ai les concentration. mais vraiment. J'ai les mêmes. Il n'y a pas un film qui fait ça. Moi, je fais du cinéma, il n'y a pas un film. Enfin, si, il y a des films, voilà. Mais là, à chaque fois, et j'ai vu ça 30 fois, voilà, à chaque fois, au moment où le ballon passe au-dessus de la transversale, t'as les poils qui se dressent. Des fois, je le regarde juste pour mon plaisir. Juste la fin comme ça. C'est extraordinaire. J'avais les larmes aux yeux à la fin du match. Ouais. Je vous sens même presque ému en revoyant ces images. Parce que c'est des moments magiques. Et puis en plus, contre le PSG, quoi. C'est-à-dire qu'on perdait 2-0 à la 21e minute. C'était plié, c'était fini, etc. Et puis on revient, et puis on fait une deuxième mi-temps de folie, et puis on gagne. Un scénario pour Fred. Et c'est incroyable, avec une liesse inimaginable dans le stade, et le lendemain à Rennes. Ouais. Vous étiez tous les deux dans le stade. Alors oui, Fred n'avait pas voulu venir. Il n'y croyait pas. Non, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, pour l'anecdote, on déjeune tous les deux un mois et demi avant la finale, et malheureusement, j'ai pas regardé. Maintenant, je me ferai plus avoir. J'ai pas regardé le calendrier, et j'ai pris des vacances avec ma copine, des billets d'avion, des trucs, machin, et ça tombe le jour de la finale. Et j'ai donc un dilemme, soit je me sépare, soit je vais au match. Donc voilà. Vous avez fait votre choix et vous vous en mordez les doigts aujourd'hui. Bah ouais. Et Eric me dit, mais tu te rends compte qu'il va pas être là. Si jamais il gagne, tu vas le regretter toute ta vie. Et ben t'avais raison. Et c'est le cas. Mais oui, je peux. C'est vrai que quand je vois les images, je suis ému, j'ai des frissons, mais il y a quand même une partie de mon cerveau qui se dit, ah la vache, pourquoi j'ai pas vécu ça en direct. On va aller en chercher une autre, voilà. rien que pour toi. S'il vous plaît. Rien que pour toi. Alors Jacques va quand même vous offrir le plus beau des cadeaux. Il va vous poser la coupe dans les mains. Ça, c'est énorme pour vous. Mais je parlais tout à l'heure des... voilà la photo. Je parlais des plaisirs d'enfant, effectivement. J'étais tellement heureux de la victoire du Stade Rennais, mais avec ce petit truc, me dire, mince, quand même, j'aurais pu être là. Et donc, je l'ai dit à Jacques, et quand je retourne, c'était pour le jubilé de Romain Danzé. Voilà, donc je suis au Roison Park. Et à un moment, derrière moi, arrive Jacques et il me pose la Coupe de France sur les genoux. C'est normal. Ah, mais quel bonheur. Mais un truc là, j'ai 8 ans. C'est-à-dire que je peux la toucher. Enfin, il y a un truc de quel plaisir. Donc, merci beaucoup. Et ça devait être sympa aussi de revenir au Late Football Club le lendemain, d'après-match. Oui, mais est-ce qu'on arrive à rester neutre dans ces cas-là? Non. On essaye quand de même. rester honnête, mais objectif, c'est absolument impossible. Et le regard des journalistes parisiens sur le Stade Rennais a beaucoup changé. Ah bon? Depuis ce jour-là, mais pas seulement. Sur les dernières années, a beaucoup changé. Parce que Rennes était beaucoup moqué. Vous savez, pendant longtemps, Rennes faisait le yo-yo, l'ascenseur. Alors ça remonte à il y a plus de 20 ans. Mais quand même, les résultats n'étaient pas là. Et maintenant que les résultats sont là, le regard sur le Stade Rennais a changé. Donc je fanfaronne un petit peu dans les couloirs de Canal+. Vas-y, bombe le torse. Allez, on va encore se faire plaisir. On va regarder ces images parce que le Stade Rennais, c'est aussi 120 ans d'existence. 121 maintenant. 121 le temps passe. L'histoire du Stade Rennais est indéniablement marquée par la Coupe de France. C'est en 1965 qu'il fait son entrée dans la cour des grands, après avoir dominé Sedan en finale sur la marque de 3-1. 6 ans plus tard, en 71, les Rouges et Noirs vont remettre ça, et cette fois contre Lyon, 1-0 sur pénalty. Jamais le champagne n'a été aussi bon, j'imagine, vraiment. Non, c'est un très beau jour pour moi, on a gagné la coupe. Première année pro, 22 ans, c'est formidable, quoi. C'est alors toute une ville qui chavire dans le bonheur avant une longue période de disette. Le club ne le sait pas encore, mais il va devoir patienter 48 ans, perdre de finale contre un épouvantail nommé Guingamp, avant de garnir à nouveau son armoire à trophées. En 2019, les planètes sont enfin alignées et le club est en confiance. Il vient de disputer un 8e de finale de l'Europa League quand le PSG, l'ogre parisien, se présente devant lui pour le dernier acte. Mené 2-0, Rennes ne va pas craquer, revenir au score et l'emporter au tir au but. Le capitaine courage, Romain Danzé, est enfin sur un nuage. J'ai envie de profiter de tout ça, on en a tellement chié pour arriver là. À Rennes, c'est l'euphorie, mieux une délivrance. Place de Gaulle, les supporters ne sont plus dans le camp des éternels perdants. C'est de voir enfin des images en couleur et plus en noir et blanc de 65 et de 71, voilà quoi. Et c'est toute une génération qui se disait on va jamais y arriver quoi. Les joueurs étaient en mission pour vous hier et
on ne pouvait pas rentrer sans vous ramener le trophée. Donc on est ravis de vous avoir donné ce bonheur. Le message de Julien Stéphan ce 28 avril 2019 fera rentrer le Stade Rennais dans une nouvelle dimension qui le conduira à confirmer son nouveau statut en se qualifiant en 2020 pour la Ligue des Champions. Moment magique, vous le disiez, hein. Vous étiez au balcon, avec Julien, avec Monsieur Pinault, avec Olivier Létang, etc. C'était magique parce que moi j'avais gardé en tête cette image de la place de la mairie complètement couverte de monde en noir et blanc, comme le disait un des supporters, et se revoir exactement la même image en étant au balcon, c'était incroyable, incroyable. Mon collègue Jean-Marc disait justement, le Stade Rennais a basculé dans une autre dimension. Il a confirmé ce statut de champion ou pas aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, depuis 4 ans, le Stade a joué 4 Coupes d'Europe consécutivement, dont une Champions League, ce qui n'est pas rien. Là, au moment où on se parle, alors l'émission passera un peu plus tard, mais on est 3e. Le club a grandi, il s'est passé quelque chose, et maintenant, le travail pour nous, c'est non seulement de garder cette dynamique, mais de l'amplifier pour essayer d'aller encore plus haut. Ouais. Où est-ce que vous situez l'exigence, au-delà des performances sportives, vous, en tant que président du conseil d'administration ? Je la situe partout. C'est-à-dire ? L'exigence, c'est dans la tenue du stade, c'est dans la tenue des joueurs, c'est dans l'alimentation, c'est dans l'hygiène de vie, c'est dans l'attachement aux valeurs du club. L'exigence, elle est partout. Et vous voyez bien d'ailleurs que le foot est impitoyable, parce que dès que vous lâchez un tout petit peu sur la moindre valeur, vous pouvez vous effondrer gravement. Donc la vigilance, elle doit être à tous les instants, tous les instants. Et jamais une info en exclusivité à votre ami Éric Bénard, qui est journaliste à Canal+. Rien. Sport. Rien. Vous savez quoi, des fois je lui téléphone, il ne lâche rien. C'est vrai ? Il a la délicatesse de ne pas me torturer, donc ça va. Alors ce qui est touchant aussi dans votre parcours à tous les trois, c'est que vous continuez à faire vivre cet amour des Rouges et Noirs à travers vos métiers. Vous, Fred, ça s'illustre par des petits clins d'œil dans vos films. Alors comment vous faites ? Parce qu'il faut aller le chercher, le petit raccord avec le Stade Rennais. Ouais, des fois c'est compliqué, mais j'essaye, à chaque film, de effectivement mettre un clin d'œil, que ça soit un des personnages avec le maillot ou une référence, s'il y a une télé. On va voir justement dans ce film le jeu. Le grand Grégory Gadebois qui a donc l'écusson du Stade Rennais sur sa veste. Et d'ailleurs aussi, pour la petite histoire, je voulais un écusson vraiment brodé. Et la chef costumière avait des écussons qui n'étaient pas bien. J'ai envoyé quelqu'un à la boutique du Stade Rennais faire l'aller-retour pour acheter l'écusson que je voulais. C'est ça les grosses productions. Hollywoodienne. Donc, Monsieur Hoffman, c'était plus compliqué. Ah ouais, c'était plus compliqué pour le dernier parce qu'il y avait une séance de cinéma où je voulais mettre des images d'archives et sans dire à mon producteur que c'était vraiment seulement pour parler du Stade Rennais, ça coûtait très cher à organiser. Donc je me suis battu jusqu'au bout et le confinement a fait que j'ai pas pu la tourner, donc j'ai trouvé une autre petite astuce où on parle du Stade Rennais à la radio, et j'ai embauché un journaliste qui fait la voix de l'époque, vous savez, hier au Stade Jean-Bouin, et qui parle bien sûr d'une victoire du Stade Rennais 4-1 à Paris en plus. Et aucun de tes films n'échappe à cette règle, c'est devenu... Non, aucun. Aucun, et c'est... c'est important. Faire du cinéma, c'est lié à l'enfance, comme on disait tout à l'heure. Donc, comme le Stade Rennais est lié à l'enfance, c'est bien de faire ce petit clin d'œil. Donc, le prochain film, on verra. Je n'ai pas encore trouvé, mais c'est très compliqué, hein. Alors, là, je travaille sur un film d'époque qui se passe en 1650. Ah oui, il va falloir, Ouais, mais je vais trouver. Retour vers le futur, un truc comme ça. Est-ce qu'il vous arrive quand même tous les trois de parler d'autre chose que du football ? Parce que là, ça fait 30 minutes qu'on en parle et... Ah non, mais là, c'est vous qui posez les questions. Pour votre plus grand bonheur. On va pas se mentir. Non, pour être très franc, on revient sans arrêt au football, ça c'est vrai, mais on a quand même quelques autres sujets de conversation, Dieu merci, mais le foot reprend le dessus régulièrement, ça c'est vrai. Plus que le foot, le Stade Rennais. Le Stade Rennais. On parle rarement des autres équipes. Tu as raison. Alors c'est peut-être une facette de vous que les amoureux du foot, du Stade Rennais, vos acolytes du Stade Rennais connaissent moins. Jacques Delano est le créatif, le photographe. Ouais, moi j'ai un cerveau créatif, tant mieux, merci à mes parents, par la photo, par l'image, mais aussi par l'écriture, je fais pas mal de choses. Donc là on voit un diaporama de vos photos. Ouais, quelques photos. Vous c'est le noir et blanc, plutôt. J'aime bien le noir et blanc. Pourquoi ? Je sais pas, parce que je trouve que ça a une puissance, ça a une rigueur qui me semble plus forte que la couleur. Après, j'ai rien contre la couleur, mais... j'aime bien le noir et blanc. Vous connaissez un peu cette facette de lui ?
Je vous vois écoutez, non, je très découvre les photos de attentif sur Jacques. les photos. Ah ouais, c'est magnifique. Il a tous les talents. Ah et ouais, pas, non, pas seulement la pas. photographie. hein. Ouais, on va en parler du reste. Qu'est-ce qui vous anime quand vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo? Parce que là, on voit que ce sont Qu'est-ce des qui univers, m'anime oui, des univers assez différents. J'ai envie de vous dire, rien ne m'anime. C'est C'est une espèce de concentration extrême qui fait que on finit par faire rentrer le hasard dans l'appareil photo. C'est-à-dire que c'est pas calculé. Moi, je suis quelqu'un d'intuitif. Les choses viennent, elles sont là. On a la chance de capturer un petit centième de seconde qui est magique, tant mieux. Mais après, pour quelques centièmes de seconde réussis comme celle-là, il y a quand même du déchet. Un petit peu de déchet. Faut pas se cacher. C'est normal. Vous avez également réalisé un livre sur les pionniers de la photographie. Ouais, j'ai fait plusieurs bouquins, mais j'ai fait ce bouquin-là il y a une vingtaine d'années parce que j'ai un bonhomme qui me hante, qui est Gaspard Félix Tournachon, qui s'appelle Nadar, qui était le plus grand photographe du 19e. Et Nadar m'a amené à m'intéresser vraiment beaucoup. Voilà Nadar, ça c'est l'ami Félix, qui était un mec absolument incroyable. Et Nadar m'a amené à m'intéresser au 19e siècle et aux grands maîtres de la photographie. Et j'ai fait ce bouquin, oui. Chacun à votre échelle, vous maniez l'image, un peu à votre façon. Quel est le pouvoir de l'image, finalement, pour vous, intimement? C'est une manière de raconter des histoires. En l'occurrence, la photo et faire du cinéma aussi. Je dirais les dialogues, le texte, c'est de la littérature. Là, faire un film, c'est raconter une histoire seulement grâce à l'image. Donc, c'est tout de mon métier. Ouais. Et la puissance de l'image aussi. Pour Mais le oui, foot, quand on fait de la télé, c'est avant ouais. tout les images, forcément. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'émissions et vous faites un peu la même que moi, quoi, où on parle énormément. Avec moins de foot. Mais oui, certes. Pas aujourd'hui. Mais c'est d'abord de l'image. Ouais. C'est un langage universel puissant, en fait. L'image? Ouais. Ah oui, bien sûr. Parce que pour l'avoir fait dans la publicité. Ah ouais, c'est un langage puissant. Et puis là, véritablement, il n'y a pas de barrière de langue. L'image, elle vous parle. Alors, elle vous parle pas. Elle vous aime pas. Ça dépend de chacun. Mais la force de l'image, c'est terrible. Oui. Il paraît que vous écrivez aussi des chansons, Jacques. Oui, j'en ai fait quelques-unes, dont un qui nous ramène au cinéma. Vous le saviez pas là, je vous vois un peu surpris tous les deux. Pour Tchéky Cario. Tchéky fait de la musique et puis un jour, c'est quelqu'un que j'aime bien, Tchéky, on se connaît aussi depuis très longtemps, c'est un bon ami. Et il m'avait mis ce challenge-là en me donnant un thème de lui écrire des chansons. Et ce qu'on a fait, et les chansons sont sur son album, voilà. Et non seulement c'est un très bon acteur, Tchéky, mais je vous invite à écouter ce qu'il fait parce que c'est vraiment très bien. Exercice particulier que d'écrire des chansons? Ça vous change? J'aime bien écrire, moi. J'aime bien écrire. J'aime bien, en plus, tout ce qui est un peu poésie. J'aime bien. Donc, non, ça s'était bien passé. Ça s'était fait même. Et puis, comme je vous dis, je suis quelqu'un d'assez intuitif, etc. C'est-à-dire que ça vient ou ça vient pas, quoi. Si ça vient, ça vient. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on n'est pas en train de polir tout ça, de le corriger, de régler les détails, etc. Mais quand ça vient, quoi. Quand l'inspiration, elle est là, elle est là. Il y a toujours plein de surprises, Jacques, depuis que vous le connaissez. Oui, déjà, là, c'est... La palette est large. On avait fait un autre truc ensemble, souviens-toi, il y a 30 ans. On avait fait un festival d'humour et de café-théâtre, au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne et après au Méliès, Feu Méliès. Et c'est d'ailleurs là où vous vous êtes rencontrés, Tout à fait. Oui, autour des spectacles. Et c'est même Jacques qui m'a parlé pour la première fois de Danny Boone. Et qui m'a dit, j'ai vu un comique au point-virgule à Paris, qui est formidable, il faudrait que vous le voyiez, peut-être essayer de le programmer. Et donc c'était Danny Boone qui n'était pas connu du tout. Quoi. Qui sera dans ton prochain film peut-être, c'est ça? Écoute, c'est quelqu'un. Alors tu lui rappelleras que c'est grâce à moi quand même. Et puis je vais l'amener, j'aimerais bien un jour l'amener au Roison Park. Avec plaisir. Et il a écrit un bouquin d'aphorismes également. Et il est plein de surprises, même amicalement, intimement, Jacques. C'est compliqué quand on est tellement doué et puis ça. Arrêtez. Quand il parlait. On prend. Voilà, l'image du foot des fois c'est pas tellement littéraire. Jacques, Jacques en est là. Moi j'aime pas les pancartes. J'aime bien tout décloisonner. Donc c'est vrai que le foot, souvent les footeux c'est des blaireaux quoi. Non, il y a plein de gens bien et puis on peut être un touche-à-tout, on peut faire plein de choses. Moi, ce que j'aime pas, je vous le dis, c'est avoir une pancarte dans le dos qui dit « t'es classé dans telle catégorie » et basta. Et vous le dites souvent, ça vous nourrit.
Tout ce que vous Ouais, faites bien là. sûr que ça me nourrit. Ouais. Bah, et c'est pour ça que je le fais, parce que ça me nourrit le foot, la photo, l'écriture, les copains. Ouais, tout ça, ça nourrit, bien sûr que ça nourrit. On arrive bientôt au terme de cette émission. On a arrêté de parler foot pendant 5 minutes, c'est quand même pas mal. Vous êtes un groupe d'amis aujourd'hui soudés. Et si vous aviez un souvenir ensemble sur un match du foot, on aurait pu avoir la finale de la part Coupe de France, à part 2019, je sais pas, les petits moments de la vie comme ça, sympas. C'est quand même, on n'a parlé que de ça, mais c'est les trucs, un des trucs les plus importants autour du Stade Rennais. Autour du Stade Rennais, c'est un des trucs les plus importants de nos vies. Ça finit toujours comme ça. Mais oui. Voilà, le match contre Arsenal, voilà, des moments comme ça. Et un petit coin de paradis, je crois aussi, sur une île. Ça, je partage ça avec Eric. On est amoureux de la presqu'île de Guérande, Ouais. Et on s'y retrouve régulièrement. Ça ressemble à quoi? Parce que c'est pas vraiment un pays breton, si je... C'est pas un pays breton, la presqu'île de Guérande. C'est que Kermachin, Penmachin, il n'y a pas plus Gwenran, le pays blanc. C'est du On voulait parler du Football Club de Nantes, c'est pour ça. Ah non, mais moi je parle de la presqu'île de Guérande. Et en termes de toponymie, je crois qu'il y a 95% des lieux-dits, etc., sur la presqu'île de Guérande qui sont bretons. Non, il n'y a pas plus breton que ça. Et puis, c'est une évidence que la Bretagne historique est à 5 départements. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais enfin... Ce sera pour une autre émission. Non, Et vous comptez rester combien de temps président du conseil d'administration? Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est pas comme les présidents, au bout de 2 mandats, non, ça dépendra de la famille Pinault. S'ils pensent que mon temps est fait, s'ils pensent qu'ils ont quelqu'un de meilleur que moi à mettre, et je m'inclinerai en les remerciant de m'avoir déjà permis de le faire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on arrive à avoir des copains qui soutiennent le AG de Guingamp, qui soutiennent Nantes, par exemple? Oui, mais on se chambre beaucoup. Ouais, ça fait aussi partie de ça. On parlait de la rivalité avec Nantes. Voilà, c'est notre meilleur ennemi. Mais ça reste que du football. C'est-à-dire que moi, je connais des Nantais, on parle que de ça quand on se voit. Et voilà, ça fait partie de... moi, je ne voudrais pas qu'ils descendent en Ligue 2, par exemple, parce que c'est formidable de voir ces 2 matchs. Mais est-ce que tu voudrais qu'ils gagnent la Coupe de France, par exemple? Surtout qu'on va jouer le mercredi qui suit à Nantes. Ouais, donc non. Ils peuvent la gagner, la Coupe de France, mais pas en football. On aime bien les derbys aussi? Ouais, on aime bien les derbys. Il y a eu des beaux derbys. Il y a eu des très très beaux derbys. Les derniers... Je pense à celui où on perd 2-1 à la fin du match et on finit à 3-2 après les arrêts de jeu. Ça, c'était des moments magiques. Magnifique. Là, j'ai revu les images ce week-end. Là, il y avait un petit résumé d'1 minute sur les 2 buts avec à la fin. Rafinha. Et là aussi, les poils. Il y a un truc à chaque fois quand l'arbitre désigne le point central en validant le 3e but. C'est magnifique le foot pour ça. Après, moi, je ne souscris jamais à la haine qu'il peut y avoir entre les clubs qui dégénèrent sur de la violence, etc. On peut être 120% pour Nantes, 120% pour Rennes, mais c'est pas une raison pour se mettre pour faire Russie-Ukraine, quoi. Hein. Je veux dire, est-ce que vos femmes, elles sont à 120% comme vous? La mienne, oui. Sur le Stade Rennais, sur le foot. À fond. Et elle vient pas pour m'accompagner. J'ai même des fois l'impression que c'est moi qui l'accompagne. Elle est à bloc. Ouais. Et vos compagnes respectives à bloc aussi? Pas autant, vu que j'ai raté la finale. Oui, mince. Elle lui en sait gré. Hein. Merci en tout cas. Merci à vous tous les 3. Avec plaisir. J'aurais jamais cru pouvoir parler de 40 minutes de football. Sacré exploit, vous direz. Mes amis, merci à vous, Fred Cavaillé. Je rappelle que votre dernier film est encore en salle. Adieu, Monsieur Hoffman. Et pour les amoureux du foot, tu peux vous retrouver Eric Bénard du lundi au mercredi sur Canal+ Sport dans Late Football Club. Jacques, vous connaissez le bouquet final de l'émission? Vous vous souvenez ou pas? Non. La photo souvenir? Ah oui. Voilà, ce sera la fin de notre émission. Merci beaucoup à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. On aurait pu même faire 1h30. C'est bien complété, c'est bien. Alors il faut je fais semblant de la prendre parce que juste après.